Bonsoir, bon dimanche. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. Dimanche 24 janvier, journée, j'ai failli dire exceptionnelle pour le football camerounais, vous le savez. Troisième journée dans le cadre du groupe A pour le CHAN 2020 qui se joue au Cameroun. Et d'ailleurs, l'équipe nationale à prime les Lions indomptables joue dans quelques minutes seulement, dans une heure, quand il sera 20 h contre le Burkina Faso, une rencontre déterminante qui sait peut-être poursuivre la compétition ou rester dans ces matchs de groupe. Et le Cameroun va jouer contre le Burkina Faso, on peut être rassuré. Juste un match nul permettrait certainement à nos Lions à prime de passer l'étape. En attendant tout ceci, on reviendra évidemment sur l'actualité de la semaine, fortement marquée par le sport, je l'ai dit, mais quelques autres sujets. D'ailleurs, puisqu'on parle de sport, vous le savez également, c'est au niveau de la FECAFOOT. On continue de vivre ces moments de grincement de dents entre les acteurs. Abdourahmane Amadou a fait une sortie cette semaine pour évidemment dire son courroux à l'issue de la décision de la FIFA qui installe à nouveau Seydou Mbombo Njoya dans la poursuite ou du moins de façon provisoire des activités à la Fédération camerounaise de football. L'objectif étant, comme l'a demandé le TAS après l'annulation des élections de 2012, l'objectif, disais-je, étant de réécrire les textes, de les reparcourir et d'organiser de nouvelles élections. On l'espère pour un bureau exécutif et des instances véritablement légitimes. On parle de tout cela avec l'un des experts de ces questions-là. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est également rapporteur général et greffier en chef de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Là, c'est le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il est spécialement parti de Yaoundé pour le plaisir de cette émission, surtout le vôtre, chers amis téléspectateurs. C'est Maître Gervais Amel Man Maï, déjà dans ce studio. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Dipita. Je voudrais, n'est-ce pas, vous remercier de m'avoir fait l'honneur de me donner une tribune pour parler du droit du sport. En réalité, l'occasion faisant le larron, n'est-ce pas, je m'inscris comme un lion du droit du sport dans la mesure où, dans quelques minutes, nos valeureux lions vont disputer une rencontre fort importante. J'ai donc dû faire le déplacement sur votre invitation et je suis bien heureux d'être dans ce studio et puis d'échanger avec vos nombreux téléspectateurs, sûrement qui se posent mille questions, n'est-ce pas, à la faveur de la dernière décision du TAS, et sûrement qui veulent connaître comment notre juridiction sur le plan interne au Cameroun, encore que c'est la plus haute juridiction sportive au Cameroun, fonctionne. Sûrement, il y a des questions que vous devez bien me poser et puis je suis tout disposé à vous répondre. Commençons peut-être par vous, rapporteur général, greffier en chef, maître, avocat au barreau du Cameroun. N'y a-t-il pas, j'ai failli dire, une forme d'incompatibilité, de dissonance dans ces fonctions? Un greffier, avocat, n'est-ce pas, pour me redire, fonctions sur le plan pratique, professionnel, différentes. Comment un avocat fait-il pour se retrouver greffier? Disons que vous venez lever un bouclier parce que beaucoup de gens se posent une question qui parfois revient de manière malicieuse. Parce que ce qui est curieux, c'est que cette juridiction, qui est la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, fonctionne depuis 19 ans. La fonction que j'occupe aujourd'hui, je l'occupe depuis 2 ans, donc depuis 2018. Et avant moi, avant d'occuper ce poste, ou bien cette fonction, n'est-ce pas, 2 magistrats, et pas des moindres. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir comment un magistrat pouvait-il être greffier. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en matière d'arbitrage. En réalité, l'arbitrage, c'est une autre discipline. C'est une discipline de droit privé qui s'accommode très mal, n'est-ce pas, des indications, à tout le moins, n'est-ce pas, j'aurais pu dire, des dictats, n'est-ce pas, de la justice, de l'ordre judiciaire. Parce que peut-être, vous insistez sur le mot greffier en chef, mais on dit dans le cadre de notre juridiction que je suis le rapporteur général faisant office en fait de greffier en chef. Et voyez-vous, au TAS, on parle de secrétaire général du TAS. Donc c'est une question, peut-être pas de sémantique, c'est une question de dénomination. Et ailleurs, on aurait pu appeler ça des conseillers. En réalité, pour le métier que j'exerce, il n'y a pas d'incompatibilité. Je suis avocat, mais j'offre mes prestations intellectuelles comme expert. Et malheureusement, pour ceux qui tirent, n'est-ce pas, à boulet rouge sur celui que je suis, ou tout le moins par rapport à ce que je peux apporter comme plus-value dans le cadre de mes fonctions, ils doivent noter qu'en matière d'arbitrage,
Et dans toutes les chambres d'arbitrage au monde, ceux qui occupent la fonction que j'occupe sont pour la plupart des avocats et ne sont soumis à aucun contrat. Parce que pour être en position d'incompatibilité, il faut être dans une position, j'aurais pu dire, d'employeur à employeur, avec un lien de subordination. Ce n'est pas le cas. J'offre mon expertise. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai des fonctions purement administratives qui consistent en la mise en état des dossiers de procédure. Il faut donc connaître à tout le moins, avoir la bonne maîtrise du droit du sport et surtout des procédures en matière sportive. Avant de parler de tout cela, donc, je voudrais vous suggérer de prendre le premier reportage réalisé par nos équipes de reportage pour me redire. C'est une interrogation, on revient sur les enjeux, puisque nous sommes en football, de la rencontre de tout à l'heure entre le Cameroun et le Burkina Faso. C'est l'une des rencontres les plus attendues de cette troisième journée du CHAN 2021. Burkinabés et Camerounais vont s'affronter au cours d'un duel qui s'annonce serré avec comme principal enjeu la qualification pour le prochain tour de la compétition. Avec une défaite contre le Mali et une victoire enregistrée contre le Zimbabwe 3-1, le Burkina Faso totalise 3 points et occupe la 3e place du groupe A derrière le Cameroun et le Mali. C'est sa première victoire de son histoire en phase finale d'un championnat d'Afrique des Nations. Sauf que les étalons ont absolument besoin d'une nouvelle victoire pour réaliser cette fois l'exploit de disputer les quarts de finale du tournoi continental. Pour ce faire, les poulains de Seydou Zerbo comptent sur le jeu séduisant et dominateur affiché contre le Zimbabwe pour venir à bout du Cameroun, hôte de la compétition. Un statut qui représente pour les Lions indomptables un enjeu indéniable à la veille de cette rencontre importante, avec 4 points enregistrés suite à sa victoire contre le Zimbabwe et le match nul contre le Mali. Les Lions à prime n'ont pas droit à l'erreur ce dimanche. Même si le public camerounais n'est pas globalement satisfait des performances des poulains de Martin Tongopili durant les premières rencontres, ils espèrent une victoire du Cameroun, synonyme de qualification. Même un simple match nul pourra qualifier l'équipe, quelle que soit l'issue de la rencontre Zimbabwe-Mali. Les 2 matchs se joueront simultanément dès 20h. Burkina Faso, Cameroun, au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, Zimbabwe-Mali, au complexe sportif de Japoma à Douala. Voilà donc, évidemment qu'on souhaite tout le bonheur du monde en termes de score ou de résultats à l'issue de cette rencontre pour un deuxième tour au Lyon A'. Mais pour revenir donc au sujet qui nous intéresse ce soir, c'est de davantage comprendre en fait toutes ces procédures juridiques au niveau de cet environnement sportif. On a pu voir que le Cameroun a déjà connu 2 comité de normalisation pour ce qui est du football. Depuis pratiquement le départ du président Iya Mohamed, on ne cesse de revenir sur les textes, des contestations. Est-ce qu'on peut d'emblée déjà avoir un aperçu, comprendre le dispositif juridique qui encadre le sport au Cameroun, de façon singulière, le football? On saurait parler de manière singulière dès qu'on parle du droit du sport, n'est-ce pas? Parce qu'il y a, à l'époque, en 2001, n'est-ce pas, il y avait une charte sur les activités physiques et sportives. Et ensuite, il y a eu des contestations. On est passé en 2009 à une loi sur les activités physiques et sportives. Ensuite, en 2011, par la suite en 2018. Donc, il y a ce qu'on appelle un changement normatif au niveau du droit du sport en gestation au Cameroun ou en construction. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de 2018, pour ce qui concerne le cas du Cameroun, est venue faire de la procédure sportive une procédure assez codifiée. Il faut noter que les contestations commencent au niveau des fédérations et la loi précise qu'il faut que toutes les voies de recours internes aux fédérations, n'est-ce pas, soient épuisées pour qu'on puisse venir saisir un dernier ressort sur le plan interne et sur le plan national, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si, au niveau de toutes les fédérations, il y a des organes juridictionnels. Parce que quand on demande aux parties litigantes d'épuiser les voies de recours internes, il faut déjà que ces voies de recours internes existent pour que, n'est-ce pas, les parties puissent rester à l'intérieur des fédérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que en milieu sportif, on doit rechercher une solution à l'intérieur des fédérations et c'est un dernier recours ou un dernier ressort
qu'on doit s'adresser, n'est-ce pas, à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement de la Fédération camerounaise de football, qui a des organes internes qui fonctionnent, donc les parties commencent à l'intérieur des fédérations et ensuite viennent à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et comme son nom l'indique, Chambre de conciliation et d'arbitrage, vous voyez bien qu'il y a une conjonction de coordination. Voilà. Une conjonction de coordination et la loi, n'est-ce pas, de 2018 fait de la conciliation un préalable à l'arbitrage. Sauf que cette même loi dispose qu'il est possible, après la phase de conciliation, dans l'hypothèse, n'est-ce pas, de la délivrance d'un procès verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle, que les parties peuvent saisir directement le tribunal arbitral du sport ou, si ces parties trouvent un compromis, peuvent saisir la Chambre en arbitrage. Donc, c'est de manière stratifiée. On procède déjà à la conciliation. En réalité, la conciliation, c'est quoi? La conciliation, c'est une justice purement privée. C'est les parties elles-mêmes qui recherchent, avec l'appui et le soutien des conciliateurs, une solution à différente à leurs problèmes. Et c'est quand on a passé cette phase, en cas de non-conciliation, ou en cas de conciliation partielle veut dire qu'il y a une partie du litige qui n'a pas pu être réglée par les conciliateurs ou par les parties elles-mêmes qu'on vient en arbitrage. En arbitrage, en réalité, c'est une solution de droit, une solution froide qu'on applique aux parties. Et on rend donc ce qu'on appelle une sentence. Une sentence vient vider, n'est-ce pas, le dossier de son contentieux et après quoi, si on trouve une solution, la voie d'appel de cette sentence, le tribunal arbitral du sport. En réalité, c'est comme ça que ça fonctionne sur le plan international. Mais c'est une spécificité camerounaise, il faut le dire, parce que pour les pays qu'on a eu la chance de parcourir, surtout pour les pays francophones, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu pratiquement une juxtaposition des normes. On a emprunté et on a tropicalisé le droit du sport au Cameroun, parce que la loi de 2018 vient vous dire qu'il y a une somma division, il est possible, quand il y a un litige d'ordre sportif, n'est-ce pas, de saisir les juridictions de droit commun, ça c'est possible, c'est-à-dire les juridictions de l'ordre judiciaire, il est possible de saisir les juridictions administratives et il est possible de saisir les juridictions sportives. Donc il y a 3 ordres de juridiction qui sont en concurrence et il appartient aux parties d'en faire le choix. Maintenant, pour ce qui est de la France, que je connais un tout petit peu, parce que j'ai fait mes marques, et la phase de conciliation, déjà, se passe au niveau de la Chambre de conciliation du Comité national olympique français. Mais par la suite, si les parties ne trouvent pas une solution à leur litige, elles vont plutôt devant le Conseil d'État français, qui est une juridiction purement administrative. Et il leur est loisible aussi, n'est-ce pas, de saisir la Chambre en arbitrage, sauf qu'il est précisé là-bas que si on saisit la Chambre en arbitrage, il n'est pas possible de faire volte-face pour ressaisir le Conseil d'État français, c'est-à-dire revenir vers la procédure administrative. C'est une porte qui est totalement fermée. Et au niveau de la Chambre d'arbitrage française, il est précisé que les décisions rendues sont insusceptibles de voie de recours. Donc, au niveau de la France, pour les cas, n'est-ce pas, qui sont connus par la Chambre de conciliation et d'arbitrage de la France, il n'est pas possible de saisir le TAS. Ce n'est pas possible. C'est aussi le cas de la Cour belge pour le sport. Ils connaissent beaucoup de procédures en conciliation. Et en arbitrage, il est précisé que dès qu'une solution est donnée par les arbitres en Belgique, il n'est pas possible de saisir le TAS. La procédure s'achève. Mais chez nous, on a mis tout ensemble. Après l'arbitrage chez nous ou après la phase de conciliation, on pourrait aller directement au TAS. Mais c'est une spécificité camerounaise. Maintenant, sur le plan purement international, il y a des litiges, n'est-ce pas, surtout dans le cas des transferts de joueurs, qui sont différables directement au TAS sans passer par les organes juridictionnels internes aux États. Voilà comment la justice internationale fonctionne. Évidemment que la force d'une institution, ce sont les hommes aussi qui l'incarnent, les hommes qui sont chargés évidemment de la mise en œuvre du dispositif, des règles, des statuts de cette institution-là. Et au regard, évidemment, de toutes ces procédures souvent annulées, souvent confortées dans leurs décisions au niveau du TAS, est-ce qu'on peut penser que vous, les acteurs, les membres, les juges de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOSC au Cameroun, êtes véritablement indépendants de l'environnement sportif dans son ensemble, mais plus globalement de l'environnement camerounais? Il faut le dire pour le confirmer. Un juge est essentiellement froid face aux situations qu'il rencontre. Ce qu'il faut noter, vous venez bien de le faire remarquer à l'entame de votre propos, à l'entame de l'émission, il y a déjà eu 2 normalisations. Ça a été le fait des décisions rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Ça veut dire qu'on avait loupé le départ par une écriture pas juste des textes et qui devaient être en conformité avec les instruments internationaux et surtout avec les dispositions normatives
au niveau de l'instance fêtière internationale, ça veut dire la FIFA. Et pour ces deux décisions, n'est-ce pas, c'est deux décisions du comité olympique qui étaient fortes au niveau de sa chambre et qui lui ont rendu toute sa crédibilité, sa lettre de noblesse, qui ont amené, n'est-ce pas, les acteurs du sport à un moment donné ou à un autre de s'installer dans une certaine normalisation. Pour, quand on parle de normalisation, c'est-à-dire c'est d'inscrire la norme, d'écrire la norme. Maintenant, il faut constater, fort de cela pour le déplorer, qu'on va, ou bien on s'est installé pratiquement, sans le dire, dans une troisième normalisation, mais qui vient de quoi? Qui vient de ce que le tribunal arbitral du sport a rendu une décision. Maintenant, vous allez m'interpeller sur le fait que, est-ce qu'au niveau du comité olympique, de sa chambre de constatation d'arbitrage, il y avait une décision qui a annulé le processus électoral au niveau des fédérations? C'est cette décision qui a été déférée au niveau du TAS. Je vous dis non, parce qu'il se trouve que nous avions, en son temps, pour ce qui concerne le problème qui a été posé devant notre juridiction, comme je l'ai dit d'entame, il y a des décisions qui ont annulé le processus électoral. Pour la troisième, non, parce qu'il s'était posé un problème d'un vice de forme. Et quand on sait que chez nous, les juristes, la forme tient le fond, il ne nous était pas possible, n'est-ce pas, de donner une suite à la requête qui nous avait été présentée. Je ne voulais pas refaire le procès, mais je voulais quand même indiquer que nous avions une responsabilité parce qu'il y avait un principe qui était dicté par la loi camerounaise qui fait de la conciliation un préalable à l'arbitrage. Ça veut dire qu'il y a un principe qui coule de source qu'on appelle un principe de l'immutabilité du litige. Quand vous avez porté devant la chambre de conciliation une requête avec les chefs de demande, n'est-ce pas, et que cette requête prospère au niveau de l'arbitrage, n'est-ce pas, la demande doit être identique. Absolument. Dès l'instant où il y a un changement au niveau de la demande, nous estimons que la demande présentée en arbitrage n'étant pas identique à celle de la conciliation, surtout que dans le cas de la mise en état des dossiers, le dossier de la conciliation fait partie, n'est-ce pas, du dossier qui est transmis aux arbitres. Quand on constate que c'est pas parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle identité de partie, identité de cause, identité d'objet. Quand on constate que ce n'est pas la même chose, il nous est loisible. Ça, c'était notre position de rejeter, n'est-ce pas, un recours pour dire qu'il y avait une violation de la l'immutabilité du litige. Bon, il y a eu un revirement qui nous est pratiquement dicté par le TAS aujourd'hui, qui a estimé que nous n'avions pas à déclarer le recours, nous a déclaré incompétents à statuer parce qu'il y avait violation de ce principe. Mais en fait, c'est des tendances, même dans la doctrine, il y a des tendances négativistes, positivistes, il y a toujours des courants. Mais avant même que la décision du TAS n'intervienne, nous, dans le cadre de notre Assemblée générale, nous avions, n'est-ce pas, élaboré une nouvelle norme, et c'est la raison pour laquelle vous constatez que nous avons un nouveau cadre de procédure. Nous avons estimé que, pour désormais, pour les autres litiges que nous allons connaître, quand bien même une partie viendrait à extrapoler pour présenter d'autres chefs de demande qui n'ont pas fait l'objet de conciliation, qu'on rejette simplement les demandes nouvelles et qu'on se contente de statuer sur les demandes qui ont fait l'objet d'une conciliation préalable. D'accord. Je vous suggère qu'on prenne le deuxième stop de cette émission, toujours dans le sillage de la rencontre Cameroun-Burkina Faso de tout à l'heure. Nos équipes de reporters se sont intéressées à l'état de santé des joueurs, ou comme on le dit de façon triviale, au vestiaire sanitaire de l'équipe nationale à prime. Et c'est évidemment grâce aux éléments mis à notre disposition par le site internet de la Fédération camerounaise de football. Suivez plutôt. Je peux vous rassurer qu'à ce jour, tout le monde est en bonne santé. Nous avons eu 2 problèmes de santé. Lors du deuxième match, il y avait le cas Jacques Soir qui avait eu un problème de contracture musculaire. Nous avons pensé ne pas l'exposer au deuxième match de peur qu'il ait une déchirure musculaire proprement dit. Donc nous avons voulu le préserver, lui donner un traitement adéquat pour qu'il soit bien pour le troisième match et qu'il puisse donner la performance escomptée que les coachs attendent pour lui. Et le deuxième cas, c'était le cas d'Eddy. À la 24e minute, sur traumatisme direct, il a eu un petit choc au niveau du genou qui ne l'a pas permis de terminer le match. On a eu exploré à travers une IRM. L'IRM nous a révélé qu'il avait une lésion, c'est-à-dire une contusion au niveau du condyle interne, qui n'est pas une lésion grave. Mais ce jour, il est pris en charge et je pense qu'avant le prochain match, il sera en forme. Concernant les mesures barrières, nous faisons l'effort d'aller dans la même lancée. Test Covid tous les 3 jours. Nous respectons la distanciation de 2 mètres. Le port des caches n'est obligatoire. L'utilisation des gels hydroalcooliques aussi. La prise de température chaque matin levé et de rigueur. Qui nous réunit ce soir, Maître Gervamel Mangmaï. Alors, au niveau de la Chambre, vous avez de nouvelles règles, de nouveaux statuts, un nouveau règlement.
quelles sont les innovations? Je veux dire, évidemment, la vie évolue, les tests aussi. Je ne veux pas revenir sur le prétexte ou les motivations de ces changements, même si c'est aussi l'occasion. Qu'est-ce qu'on y retrouve de spécifique dans ce qui vient d'être fait? Merci de me prendre la perche pour parler de la juridiction à laquelle j'appartiens. En réalité, chacun devrait pouvoir militer pour sa chapelle. Donc, je suis tout honoré de pouvoir vous parler, n'est-ce pas, de nouveaux statuts et règlements de procédure de la Chambre. Avant, on parlait de code, n'est-ce pas, de procédure de la Chambre. Ce n'est pas une question de terminologie ou de syntaxe, mais c'est important et c'est bien de le marquer. C'est un nouveau statut et un nouveau règlement de procédure. Le statut, c'est le statut de la Chambre, le statut juridique, avec une Chambre qui acquiert une personnalité juridique propre. Parce qu'il faut le dire, c'est que longtemps, les gens ont pensé qu'il y avait un lien incestueux entre le Comité national olympique et sportif du Cameroun et la Chambre consensuelle d'arbitrage, devant qui le Comité olympique et sportif du Cameroun est justiciable. Et rendez-vous compte, qu'on le veuille ou pas, la Chambre consensuelle d'arbitrage peut sembler être une excroissance du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ou à tout le moins tel que c'est écrit dans le statut du Comité national olympique et sportif du Cameroun, un organe annexe. Mais tout de même, ce qu'il faut savoir, c'est que même le CIO, c'est-à-dire que le Comité international olympique, avait créé ce qu'on appelle le TAS aujourd'hui, mais qui a tiré son indépendance. Donc il est possible, ce n'est pas un serpent de mer non plus, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place une institution qui par la suite, n'est-ce pas, vous en perdez le contrôle, mais c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive régulièrement dans le milieu du sport. Donc notre Chambre, comme ça a toujours le cas, affirme son indépendance, non seulement sur le plan purement factuel, c'est-à-dire de manière perceptible, mais sur le plan textuel. Et l'indépendance de la Chambre aujourd'hui est affirmée sur le plan textuel, où la personnalité juridique de la Chambre, distincte du seul Comité national olympique et sportif du Cameroun, est affirmée. Et au demeurant, pour d'autres qui pouvaient avoir à redire sur le fonctionnement de notre juridiction, il se trouve que le président du Comité national olympique était celui qui nommait les membres de cette juridiction, et ça pouvait laisser pour certains penser qu'il y avait une certaine mainmise, même, j'aurais pu dire, invisible. Ce qui n'avait jamais été le cas, mais c'était important pour rassurer nos justiciables que les gens se rendent compte que dans les textes, il y a cette distance qui a été réaffirmée, qui est visuelle et qui est perceptible. Donc maintenant, comme ça se fait au TAS, il y a une assemblée générale de la Chambre consensuelle d'arbitrage, c'est elle qui sélectionne les candidatures, et c'est le conseil d'administration ou le président du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui ne fait qu'entériner le choix de l'Assemblée générale de la Chambre de consensuelle d'arbitrage, comme pour dire qu'il ne sera plus possible que c'est le président du Comité national olympique qui nomme, n'est-ce pas, les conciliateurs, les arbitres de la Chambre. C'est un processus de sélection, il faut faire valoir son CV, il faut faire valoir, n'est-ce pas, ses acquis professionnels, il faut faire valoir un nom quelque part pour les personnes crédibles qui arrivent à la Chambre. C'est important de savoir qu'elles viennent dans une institution qui a ses règles. Donc c'est déjà important que ça soit dit ainsi. Et ce qui est fort dans les statuts actuels de cette Chambre, c'est que les conciliateurs et les arbitres aujourd'hui sont rendus inamovibles. Ça n'existe nulle part aujourd'hui dans le monde qu'aux États-Unis ou dans le système américain, où les juges de la Cour suprême peuvent être nommés par le président des États-Unis, mais ne peuvent plus être démis. En fait, c'est pratiquement une violation d'un principe, ça cause un de droit qu'on appelle le parallélisme de forme. Mais au niveau de la Chambre, ils n'ont pas de mandat limité dans le temps. Disons que, en principe, les équipes se renouvellent au niveau des chambres d'arbitrage, comme au TAS, pour chaque Olympiade, c'est-à-dire tous les 4 ans. Mais ce que je tentais de vous expliquer, c'est que le principe de parallélisme de forme qui s'applique, qui est un principe de droit, s'applique partout, mais pour se mettre à une dimension internationale, est beaucoup mieux. Et ça n'a jamais été le cas ailleurs. Peut-être seulement au TAS, où, quand on est nommé, il n'est plus possible d'en sortir si on n'a pas commis une bourde. C'est-à-dire sur le plan purement éthique. Il faut avoir commis une faute éthique, et c'est la raison pour laquelle les juges les constateurs ont été rendus inamovibles, et donc plus possible, pour une raison ou pour une autre, que quelqu'un qui est arrivé comme constaté, comme arbitre, en reparte au bout de 4 ans, même si les mandats sont de 4 ans. Mais pour autant, dès l'instant où on vous a rendu inamovible, il faut quand même que, par la force des choses, c'est Montesquieu qui le disait, il faut quand même que le pouvoir ait le pouvoir. Donc c'est un peu comme les magistrats qui se font juger par ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. On a donc institué au niveau de la Chambre de conseil d'arbitrage un organe disciplinaire
pour juger des constateurs et des arbitres qui pourraient se rendre coupables de problèmes éthiques, n'est-ce pas, qui pourraient entacher le bon fonctionnement de notre juridiction, comme pour dire que la crainte du gendarme, c'est le début de la sagesse. Nous sommes convaincus de ce que ce genre de problème ne pourrait arriver, parce que ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que sur le plan international, le principe des justices internationales en matière sportive, c'est, n'est-ce pas, de trancher les litiges avec un juge unique. Mais c'est une trop grosse marque de confiance. Mais comme on connaît quand même le contexte camerounais, pour éviter des suspicions qui pourraient naître du choix d'un conciliateur ou bien d'un arbitre, chez nous au Cameroun et depuis l'heure des temps, nous ne connaissons que des collégialités de 3 personnes. Et rendez-vous compte, pour les textes qui ont précédé ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, chacune des parties choisit un conciliateur ou un arbitre en fonction de la chambre qui est concernée, et le président de la juridiction, qui aujourd'hui n'a qu'un rôle administratif, alors qu'hier il avait un rôle purement actif, maintenant il n'a qu'un rôle purement administratif, désigne le président de la collégialité, parce que quand on doit rendre une décision, si 2 personnes ont des positions différentes, il faut bien qu'il y ait une personne, n'est-ce pas, qui fasse basculer la décision. C'est comme ça que ça fonctionne, et ça évite et ça éloigne quelque peu des suspicions, parce que nous vivons quand même au Cameroun. Il est possible qu'une des parties puisse contacter, ça peut arriver par affinité, par amitié, n'est-ce pas, par délit de dîner à table, qu'on rencontre quelqu'un, même dans le cadre de ses autres fonctions. Mais pour éviter ça, c'est 3 personnes, et ça fait en sorte que les décisions sont assez crédibles, les personnes sont assez matures psychologiquement. Et si je vous faisais la confidence que du haut de mon âge, je suis pratiquement le plus jeune de notre juridiction, c'est pour tout dire. Absolument. Alors, cela dit, je suggère qu'on prenne le 3e élément de cette émission. On va revenir sur la sécurité qui encadre le déroulement des rencontres sportives dans le cadre de ce CHAN, notamment la sécurité, évidemment, pour garantir la sécurité des biens des personnes, mais aussi cette sécurité sanitaire dans cet environnement marqué par la Covid-19. Le Cameroun a pris un certain nombre de dispositions. Suivez plutôt. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la sécurité est renforcée à quelques heures de chaque rencontre. D'abord, la sécurité physique des spectateurs. Plusieurs patrouilles mixtes police-gendarmes ratissent les alentours du stade. Certaines routes secondaires sont fermées au besoin, même si ça suscite l'indignation de quelques habitants. Mais d'aucuns préfèrent considérer le côté positif de la démarche des forces de sécurité. Les forces de maintien de l'ordre sont à l'extérieur de la grille comme à l'intérieur. Donc des choses que nous avons vues autrefois, du genre peut-être un jeune va escalader. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Au-delà de la sécurité physique, les patrouilles avec le concours des agents du stade et du comité d'organisation de la compétition veillent également à la sécurité sanitaire des spectateurs. Coronavirus oblige, le port du masque est obligatoire. Le prélèvement de la température est systématique à certaines entrées du stade, même si respecter la distanciation physique n'est pas évident. Le dispositif sanitaire est bel et bien en passe, parce qu'on constate nous tous que les uns et les autres doivent d'abord franchir le dispositif sanitaire avant d'aller maintenant au second dispositif, à savoir la vérification du ticket. Je pense que pour l'organisation, ça a été un peu... c'est bien. L'organisation c'est très bien l'organisation. Bon, maintenant, pour l'accès, je pense que les autres personnes auront davantage la possibilité d'entrer. Parce que généralement, les billets se vendent moins cher lorsque le match a débuté. Rappelons qu'afin de respecter les mesures barrières à l'intérieur des stades, la Confédération africaine de football a recommandé, entre autres mesures, la limitation à 25% du taux d'occupation des stades lors des premières phases de la compétition, puis 50% à partir des demi-finales. À ce jour, environ 13 cas positifs ont déjà été détectés dans les sélections du Congo et la RDC. Voilà donc, poursuivons notre échange sur cet environnement juridique, parlant évidemment des questions de sport, pour emprunter dans votre jargon. Une fois qu'on a épuisé les voies de recours internes, nous voici donc à l'international. Beaucoup, nous, les profanes, on entend parler du TAS. Le TAS, le tribunal arbitral du sport. Je veux dire, on n'en connaît pas les couloirs, on ne connaît pas les bureaux, on entend des décisions. Pour reprendre un peu le schéma qu'on a fait tout à l'heure, l'arsenal juridique international, comment se présente-t-il déjà? Disons que c'est comme vous l'avez indiqué, c'est un seulement pour l'arsenal juridique international, le tribunal arbitral du sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Comité international olympique, c'est une grosse organisation
qui a ce qu'on appelle des comités nationaux olympiques dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Et ces comités nationaux olympiques dans le monde entier ont l'obligation, parce qu'il y a une directive du comité international olympique qui oblige chaque comité national olympique à mettre sur pied une chambre d'arbitrage en matière sportive. Parce que au milieu du sport, nous sommes dans un milieu de gentlemen. Dans un milieu de gentlemen, c'est comme on pourrait dire le linge sale, c'est l'avant-famille. Il n'est donc pas possible, ou bien il ne serait pas indiqué que les problèmes du sport se retrouvent à l'extérieur. Et avant, il y avait, j'aurais pu dire, une injonction qui était faite aux acteurs du sport, n'est-ce pas, et même aux juges de l'ordre judiciaire de ne pas toucher, n'est-ce pas, aux litiges sportifs, qui relevait essentiellement de la compétence exclusive des juridictions sportives. Tout comme il est fait défendre même aux États, n'est-ce pas, de s'immiscer dans les affaires du sport. Et parfois, il est arrivé que la FIFA, n'est-ce pas, tape du poing sur la table pour essayer, comme régulateur, d'inviter les États à ne pas s'immiscer dans les affaires du sport. C'est un domaine purement privé où les acteurs doivent pouvoir trouver des solutions, j'aurais pu dire, internes. Voilà comment ça fonctionne. Donc, dans le monde entier, chaque pays a une chambre d'arbitrage pour connaître des litiges sportifs. Et ensuite, la juridiction supérieure, c'est le tribunal arbitral du sport, qui en principe est une juridiction d'appel. Quand on parle d'appel, ça veut dire que même si nous, au niveau du Cameroun ou bien dans d'autres États, nous tranchons les litiges sur le plan national en dernier ressort, c'est-à-dire comme la chambre de conciliation d'arbitrage, c'est un peu comme la Cour suprême. Absolument. Mais à l'intérieur des États, mais nos décisions tout de même font l'objet d'appel. Il faut bien comprendre quelque chose. Parce que quand on dit une décision rendue en dernier ressort sur le plan national, en réalité, c'est une forme d'appel interne. Voilà. Les décisions partent des fédérations pour notre chambre, c'est comme si les partis faisaient déjà appel. Mais on ne parle pas d'appel en ce moment-là, on dit simplement que les partis est, n'est-ce pas, devant la chambre de conciliation et d'arbitrage, lui importent leurs litiges parce qu'on estime qu'au niveau des fédérations, ce n'est pas des juridictions, mais c'est des organes juridictionnels. Il faut faire la nuance entre les deux. Dès l'instant où les décisions à l'intérieur des fédérations ne sont pas des décisions de justice, on ne saurait donc parler de la chambre de conciliation et d'arbitrage comme une juridiction d'appel sur le plan national, mais c'est tout de même la plus haute et la dernière juridiction sur le plan national dont les décisions font l'objet d'appel au niveau du TAS. Le TAS, donc, est dans une juridiction d'appel. Et quand on sait qu'en matière d'appel, quand une décision est rendue, c'est une décision qui est irrévocable, qui est définitive. Maintenant, tout de même, ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal arbitral du sport est situé à Lausanne, donc en Suisse, et parce que, vous savez, le droit, c'est ce qu'on appelle un instrument juridique de souveraineté. La Suisse a estimé que, parce que le TAS est installé sur son territoire, qu'il faut quand même ouvrir une brèche pour que les justiciables du TAS puissent saisir le tribunal fédéral suisse, qui en réalité est la dernière instance sur le plan national en Suisse. Donc il est possible, pour me reprendre, que les décisions du TAS puissent elles aussi faire l'objet, pas de pouvoir, mais d'appel. En ce moment, se poserait la question, une décision nationale fait l'objet d'appel devant le TAS, une décision du TAS fait l'objet d'appel devant le tribunal fédéral suisse, alors allons-y comprendre quelque chose. Parce que ce sera attendu à ce qu'on dise qu'on fasse pourvoi. Par exemple, on ne fait pas pourvoi devant le tribunal fédéral suisse, c'est aussi une voie d'appel. Parce que le litige a été traité sur le territoire suisse en premier ressort par le TAS. En ce moment, on fait aussi appel. Mais pour comprendre, justement, cet appel spécifique au niveau du tribunal suisse, s'agit-il d'un appel c'est vous qui avez les termes juridiques, pour apprécier le droit qui a été dit, ou alors un appel pour juger à nouveau l'affaire portée dans le fond? Et vous êtes si intelligent que j'ai l'impression que de votre question transpire aussi la réponse. Il n'est pas possible pour le tribunal fédéral suisse de connaître l'affaire au fond. En réalité, c'est un appel de conformité, vérifier si le droit a été appliqué comme il aurait dû l'être. En réalité, il faut donner une autre possibilité aux justiciables de trouver une solution qui soit vraisemblablement à la limite humaine, irréprochable. C'est ce qu'on souhaite dans le milieu du sport. Et c'est la raison pour laquelle c'est pratiquement, n'est-ce pas, une vérification de conformité de l'applicabilité des textes et des instruments internationaux, parce qu'il est question qu'on rende une décision dans laquelle toutes les parties se retrouvent. Et voilà un peu le but, n'est-ce pas, de la possibilité de l'ouverture qu'offre le tribunal fédéral suisse.
Voilà donc, on va prendre cet autre reportage. Il parlera plus sport cette fois-là. On ira du côté du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour voir comment les acteurs de ce secteur s'approprient, évidemment, la nouvelle stratégie nationale de développement. À l'occasion, un atelier a été organisé cette semaine à Yaoundé pour que les uns et les autres s'y mettent. Ces travaux, qui interviennent quelques semaines après la présentation officielle de la stratégie nationale de développement 2020-2030, ont pour objectif global de favoriser une compréhension partagée au niveau des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, des orientations de ce nouveau cadre de référence de l'action gouvernementale pour la période 2020-2030. Il s'agit notamment de s'assurer que ces responsables s'approprient les réformes et objectifs poursuivis par la stratégie nationale de développement afin de dégager les défis à relever par le ministère de tutelle pour garantir une mise en œuvre satisfaisante de cette stratégie. Cela s'appuie sur 3 principaux actes. Les grandes orientations, ce sera le premier thème où nous allons ressortir les principaux piliers, les objectifs visés. Le deuxième axe est celui de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. La mise en œuvre pour garantir que le plan qui a été élaboré, le plan stratégique, le plan d'action qui est décliné, soit mis en œuvre convenablement et de manière satisfaisante sur le terrain, sur l'ensemble du territoire. Le troisième axe, la troisième thématique est relative à la mobilisation. Mobilisation du secteur privé, mobilisation des acteurs de l'administration, mobilisation de l'ensemble des partenaires pour la réalisation de cette stratégie nationale de développement. Présentée officiellement en novembre 2020, la stratégie nationale de développement 2020-2030 est la déclinaison décanale de la deuxième phase de la vision qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l'horizon 2035. Voilà, retour sur ce plateau. Venons-en, maître, ce sera la dernière ligne droite. Et cette émission, c'est certainement un caillou dans la chaussure du football camerounais. Une fois de plus, le STAS annule une élection de l'exécutif ou alors des dirigeants ou alors des instances au niveau du football camerounais. D'abord, est-ce qu'on peut décrypter cette décision du TAS? Comment est-ce que nous devons la comprendre? Disons que vous touchez là un nœud gordien. C'est important parce que je ne me suis pas exprimé depuis sur cette question, mais j'ai estimé par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons que c'est nécessaire que les gens comprennent comment une juridiction fonctionne. Nous, au niveau du Comité national olympique, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes la dernière juridiction sur le plan local, mais la première instance sur le plan international concernant nos décisions. Nous avons rendu en son temps une décision sur la forme et nous avions pensé effectivement qu'il y avait une violation d'un principe de droit dont nous n'avions pas touché au fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai déjà indiqué dans un de mes propos, que la forme tient le fond. Mais tout de même, il y avait matière, il y avait du grain à moudre par rapport au fond. Les gens peuvent penser que nous avions évité de juger, ce n'est pas ça. Juger, c'est un tout. Parce que les questions de forme aussi font partie des décisions de justice. Mais non, le TAS est allé au fond et à tout va à redire. À tout va à redire, ça peut gêner un peu. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais comment pour écrire des textes, on est pratiquement rendu à taux de normalisation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Mais je voudrais me permettre, si vous me donnez cette opportunité de m'exprimer sur cette décision avec 4 casquettes. C'est l'occasion. 4 casquettes. Ça, c'est une permission que je vous demande. Vous l'avez. La première casquette que je voulais utiliser, c'est la casquette d'être humain. Comme être humain, je vais bien dire qu'on est un peu embêté par tout cet environnement de guéguerre dans lequel nous vivons et où il faut tout reprendre chaque fois. Ça pourrait pour certains penser que c'est fait exprès à un moment donné parce qu'on se posait la question qu'est-ce qui peut justifier que pour l'écriture des textes avec des éminences grises que nous avons dans notre pays, qu'est-ce qui peut nous dépasser pour écrire des textes digestes
qui puisse être validé sur le plan international. Mais en même temps, il y a sur le plan humain un comportement qui, moi, m'interroge et qui en réalité devait servir d'exemple à plus d'un Camerounais. Et dans ma petite conscience, qui me fait penser qu'il y a encore des gens qui croient en ce qu'ils font. Vous savez, on est des hommes, même si on a des justiciables, il y a pour qui, on n'a pas besoin d'avoir la sympathie, comme je l'ai indiqué, le juge Geoffroy. Mais comme être humain, voyez-vous, pour ce qui concerne M. Abdourahmane, ils sont très peu nombreux, les Camerounais aujourd'hui, qui font des choses pas pour eux-mêmes. Parce qu'on se posait la question de savoir quel intérêt il a à faire tout ça, qu'est-ce qu'il gagne. En réalité, son intérêt... Le président l'a fait qu'à foutre. Il n'a jamais été candidat à rien. Il ne sollicite rien, mais il souhaite que les choses marchent bien. Ils sont combien de Camerounais encore qui font des choses avec le seul? Je veux dire que désintéressement? Tous ceux qui traînent au niveau des tribunaux ne veulent-ils pas que les choses marchent bien? Je voudrais pas aller dans ce chemin. Je voudrais juste dire, et ça j'ai dit que je répondrai à votre question, n'est-ce pas, avec 4 casquettes. Absolument. La première casquette, c'est l'humain. Et moi, j'interroge un comportement, c'est un peu comme on pourrait dire la sociologie politique. On parle d'un comportement humain que nous observons et on essaie de vouloir l'appliquer à un comportement de groupe. Est-ce qu'il y a encore des Camerounais nombreux qui peuvent faire des choses avec désintéressement pour que ce pays s'élève, pour que ce pays marche? Ils sont très peu nombreux. Donc voilà quelqu'un, on n'a pas d'affinité, on ne se fréquente pas, on ne prendra pas de congés ensemble, mais je dis, il a félicité tout de même. C'est quelqu'un qui peut faire des choses en se disant, je souhaite que les choses marchent. Il n'y tire aucun profit, il n'y tire aucun intérêt, mais il fait des choses avec acharnement et abnégation. Comme pour dire que quand on croit à ce qu'on fait, il faut y tenir bon. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Maintenant, la deuxième, je voudrais la faire en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, cette décision du TAS, à mon sens, pose beaucoup plus de problèmes qu'elle ne vient résoudre. Parce que tout le tintamarre dans lequel on s'installe aujourd'hui vient de ce que on ne peut pas, à mon sens, quand je l'ai dit comme avocat, on ne peut pas, dans une décision, dire une chose son contraire. Une décision, c'est d'abord un principe qu'on appelle un principe du dispositif. C'est le dispositif qui constitue la décision de justice. Et c'est cela qu'on applique. Et les juges n'ont pas le droit de statuer infra petita, c'est-à-dire moins que la demande qui leur a été présentée, et ultra petita, c'est-à-dire plus que ce qui ne leur a été demandé. Le juge doit se borner à dire le droit. Maintenant, les effets de cette décision, qu'on n'essaie pas d'en atténuer les effets sur un paravent sur lequel on va aller trouver refuge. Et c'est ce que les juges, malheureusement, du TAS ont fait. Ils ont dit une chose, ça veut dire qu'ils ont estimé que les textes avaient des gènes qui permettaient qu'on annule une décision. Dès l'instant où ils ont dit que les textes portaient des gènes pour annuler une décision, ce n'est pas une question de personne. Il faut dépersonnaliser la justice. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous dites que le processus électoral, parce qu'il y a eu des textes viciés, donc le processus en lui-même est vicié, et vous l'annulez. Il faut reprendre. Maintenant, par un jeu, ou bien par une pirouette de vaudou, dans des dispositifs, on va glisser une phrase qui pose problème. Et pour un avocat, on sait qu'on ne peut pas avoir une contrariété entre des motifs, donc des motivations, et un dispositif, parce que les motivations, c'est ça qui justifie la décision qu'on prend par la suite. Mais qu'est-ce qu'on va aller glisser? Les litigants ont demandé qu'on annule le processus et qu'on... C'était par voie de corollaire. Qu'on réintègre, parce que si on a tout annulé, on revient à ce qu'on appelle la position post-ante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'annulation, n'est-ce pas, opère ce qu'on appelle une certaine rétroactivité. Rétroactivité, c'est-à-dire que nous rentrons comme si rien n'avait jamais existé. Et là, formellement, on se retrouve dans la situation où l'exécutif de 2009 devait revenir. Et je dis, c'est un château de cartes. Moi, j'aurais pensé comme avocat qu'en réalité, la demande visant à la réintégration de M. John Bengui Nindé était même une demande surabondante, qu'on n'aurait même pas dû présenter, mais qui devait couler de source dès l'instant où on dit qu'on a annulé. Dès l'instant où on a annulé et qu'on doit revenir à la position post-ante, c'est ça qui justifie la décision, se retrouve exactement en 2009, sans qu'on ait besoin de le dire.
Ailleurs, on aurait dit on annule et on aurait consacré une formule qui est chère à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, n'est-ce pas? On aurait dit avec toutes les conséquences du droit. Absolument. C'est comme avec un titre foncier. Quand on annule un titre foncier, on ne va pas vous dire que la décision doit indiquer qui est désormais le propriétaire du titre foncier. On ne va jamais le dire dans une décision. La décision va seulement dire que le titre foncier est annulé. Et c'est des titres fonciers qui sont nés, n'est-ce pas, d'un titre mère. Tous les titres fonciers-là, par voie de conséquence, bien par voie de corollaire, sont tout aussi annulés sans qu'on ait besoin d'indiquer quels sont les titres fonciers qui ont été annulés. Ça, c'est comme avocat. Et je dis, la contrariété entre les motifs et le dispositif, c'est encore, n'est-ce pas, un objet de dispute. C'est une boîte à Pandore qu'on allait ouvrir, mais pour des juristes sérieux, nous savons tous que c'est le dispositif d'une décision qu'on exécute. Et la contrariété entre le motif et le dispositif peut encore faire l'objet, n'est-ce pas, de l'annulation de cette décision qui a été rendue. Et en ce moment, on se demanderait à quand, n'est-ce pas, va s'arrêter tout cet tintamarre. D'accord. Quand je l'ai dit maintenant comme avocat, j'aimerais... Pour revenir, rebondir, puisque vous achevez en tant qu'avocat, je vais juste rebondir sur l'avis de l'avocat. Quand vous avez relevé tout cela de façon logique, vous soupçonnez, ou du moins vous avez une impression de suspicion dans la prise de cet amendement, j'ai failli dire malicieux, pour essayer d'interpréter le sentiment qui vous anime. Il y a un soupçon dans la décision des juges d'avoir, j'ai failli dire, mis cette exception-là dans les effets de la décision prise. Non, comme avocat, vous savez que je ne peux pas dire quelque chose sans avoir la preuve. Je ne me resterai pas sur ce terrain, mais je peux comprendre ce qui les a animés. D'accord. Je veux bien comprendre ce qui les a animés. En fait, je prendrai une hypothèse. Imaginez par exemple qu'on organise un concours où on demande à prendre 10 personnes, n'est-ce pas, quand on arrive à déclarer admise à ce concours, et que malheureusement, il se trouve par la suite, 12 ans plus tard, qu'il y avait un des candidats qui avait fraudé, par exemple, sur ses diplômes. Et quand il a été découvert que ces diplômes étaient frauduleux, ça veut dire que le parcours qu'il avait suivi au sein de cette institution, en principe aussi, est annulé postérieurement. Maintenant, il peut se poser la question, 12 ans, le temps s'est écoulé. S'il y avait des candidats qui étaient sur la liste d'attente et qui auraient dû revendiquer cette place, 12 ans après, sûrement, ils ont dû faire carré ailleurs. Va-t-on aller les chercher là-bas pour qu'ils reviennent? Donc, je peux comprendre l'esprit qui est animé. Mais j'ai dit, quand vous lisez la décision, vous avez l'impression que ce paragraphe qui s'est glissé est tombé comme un cheveu dans la soupe. Vous ne trouvez pas le lien avec tout le reste de la décision. C'est ça que moi, j'ai dit comme avocat, ça embête. Mais je n'irai pas plus loin que ça. D'accord. Troisième hypothèse. Oui, j'étais dans la troisième hypothèse, c'est dire que maintenant, comme juge, et surtout comme... parce que aujourd'hui, avec les nouveaux tests qui ont consacré la position que j'ai, qui est une fonction purement administrative du rapporteur général greffier en chef, il y avait que le rapporteur général greffier en chef de notre juridiction, 18 ans avant, avait un autre rôle d'arbitre. C'est-à-dire qu'il allait faire les audiences, mais il ne pouvait occuper que le rôle de rapporteur dans le cadre d'une collégialité. Donc, j'ai été pendant pratiquement 12 ans, déjà moi-même conciliateur et ensuite arbitre. Et dans le cadre de la décision que vous invoquez, qui est la nôtre, j'ai été, pour cette composition collégiale, le rapporteur de cette collégialité. Donc, je connais la décision. Et pour un juge d'instance, quand il a rendu une décision, ce n'est pas qu'il est parti au procès, mais il aimerait savoir si la décision qu'il a rendue, elle est bonne. Ouais, tout le moins, s'il y a eu un revirement, que ce revirement, qu'il puisse l'appliquer plus tard. Parce qu'il faut se conformer justement à une décision qui est supérieure. Et donc, nous étions tous dans l'attente de la décision du TAS pour voir s'il y a lieu de réajuster ou bien de nous réinventer. Parce que nous avions une position qui peut ne pas être partagée, mais nous voulions savoir ce qu'en pensait, n'est-ce pas, la juridiction qui nous est supérieure. Et dans ce cas, comme arbitre, moi j'attendais la décision sur deux pans. Le premier pan, c'était que cette décision se prononce sur la validité de ce qu'on appelle un extrait du plumitif. Et par la suite, quand la décision venait à se prononcer sur la validité d'un extrait du plumitif, que la décision se prononce sur le principe de l'immunité litige que nous avons énoncé et qui était appliqué dans sa rigueur au niveau de la Chambre. Maintenant, concernant l'extrait du plumitif, se trouve que cette décision m'embête un peu parce qu'elle fait un confusionnisme entre un extrait du plumitif et une décision, parce qu'un extrait du plumitif n'est signé que du greffier en chef que je suis. Par contre, une décision doit être signée des 3 arbitres.
et c'est consacré par notre texte. Mais pas une alchimie tout de même. On a admis, n'est-ce pas, un essai de primitif, alors qu'on aurait pu, sur la base de ce qu'on ne peut pas faire un recours prématuré, rejeter le recours. Parce que nous savons tous qu'un appel interjeté contre une décision ne peut pas se faire sur la base d'un primitif. Absolument. Et nos textes disent bien que une sentence doit être notifiée. La notification, qui doit rapporter la preuve de la notification, c'est la partie litigante. Et dans ce cas, malheureusement, ce sera attendu à ce que le TAS exigea des parties au procès que chacune des parties rapporte la preuve de la notification de la sentence, ce qui n'a pas été fait. Mais tout de même, on a reçu l'essai punitif qui avait été produit et on allait chercher là-dedans pour dire que comme cet essai punitif contenait une phrasologie qui est consacrée dans un dispositif et qui n'est pas permis à un rapporteur général greffier en chef ou à un greffier de soustraire cette phrase d'une décision de justice, on allait dire que comme dans le punitif, il était mentionné que les parties ont 21 jours pour faire appel, ça veut dire que dès cet instant, ça valait notification, donc on pouvait rester devant le TAS. Par contre, quand on reprend dans un extrait du punitif une décision, on est dans l'obligation parce que cette phrase qui parle de 21 jours pour faire appel devant le TAS est dans une décision. Nous sommes obligés de prendre la décision in extenso. Maintenant, par rapport au principe de l'immutabilité du litige, là aussi, on a attendu la position du TAS qui, malheureusement, a dit que bon, nous n'aurions pas dû nous déclarer incompétents ou à tout le moins déclarer le recours recevable parce qu'ils avaient estimé que les chefs de demande tels que présentés se tenaient. Et dès l'instant où ces chefs de demande se tenaient, on n'aurait pas dû nous déclarer incompétents. Mais je ne partage pas cet avis. Mais tout de même, on doit s'incliner. Ce qui est vrai, c'est que, en ce qui nous concerne, devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, en conciliation, 5 chefs de demande avaient été présentés, n'est-ce pas? Et devant la Chambre d'arbitrage, 9 chefs de demande avaient été présentés. Nous avons estimé que les 2 recours n'étaient pas identiques. Mais on se sera attendu à ce qu'on nous dise que vous aurez pu recevoir, n'est-ce pas, les 5 chefs de demande qui ont fait l'objet de la conciliation et rejeter les 4 autres. Par contre, le TAS, dans sa décision, nous donne l'impression que nous avions l'obligation de recevoir les 9 chefs de demande. Et je dis, là, ça me pose un sérieux problème. Parce que les 4 autres chefs de demande n'avaient pas fait l'objet d'une conciliation préalable et obligatoire. Voilà ce qui s'était passé. Pour vous dire les choses sérieusement, il y a une assemblée générale qui s'était tenue et dont la convocation déjà avait été attaquée. Et par la suite, les travaux se sont poursuivis et ça a donné lieu à une élection. Donc, la procédure avait déjà été introduite avec 5 chefs de demande qui visaient à arrêter le processus en l'état. Ça s'est poursuivi avec l'élection. Donc, les 5 chefs de demande sont venus par la suite. Ce qui devait donc se passer, normalement, je vous donne la fiche nette, comme avocat et puis comme juge, on aurait dû, parce qu'on avait déjà introduit un recours avec 5 chefs de demande, introduire une nouvelle requête avec les autres 4 chefs de demande qui sont venus par la suite, pour que ces chefs de demande se fassent l'objet de conciliation, et puis devant le juge en arbitrage, comme on devait se retrouver avec 2 procédures qui en réalité visaient le même objectif, le même but, on aurait pu demander ce qu'on appelle la jonction de procédure, de manière à ce qu'il soit tranché sur les 9 chefs de demande. Qu'on ne dise pas qu'on aurait dû recevoir les 9 chefs de demande parce qu'il y avait un lien direct. Je dis, moi, comme arbitre, ça me pose un léger problème. Maintenant, comme rapporteur général, et c'est la casquette la plus importante, quand une décision est rendue sur le plan international par une juridiction supérieure, qui plus est la nôtre, nous avons l'obligation d'en prendre des actes et de veiller à son applicabilité. En l'état, pour finir là-dessus, parce qu'on ne va pas s'étendre non plus, rapporteur général greffier en chef, nous prenons acte de la décision du TAS et là, nous devons nous réajuster. Sauf que nous avions déjà anticipé. Pour ce que je vous ai dit, c'est que pour désormais, même si une partie venait à se tromper, introduisait des choses de demande qui n'ont pas fait l'objet de conciliation, notre position actuelle, qui est consacrée par notre texte, c'est de dire s'il y a des choses de demande qui n'ont pas fait l'objet de conciliation, au lieu que nous nous déclarons incompétents, que simplement nous statuons sur les choses de demande qui ont fait l'objet de conciliation et que nous rejetions les autres chefs de demande. Ça, c'est la position, mais qui, dans un volet aussi, était celle pratiquement du TAS. Maintenant, pour la décision elle-même, je dis, et j'assume mon propos, encore que c'est tout le monde qui le sait, c'est un secret de polichinelle. Le dispositif, c'est ça la décision. Et en l'état, n'est-ce pas, on se pose la question, quelles sont les véritables intentions de ceux qui ont engraissé la phrase qui permet aujourd'hui à la FIFA de tenir, n'est-ce pas, le processus qui aurait dû se mettre déjà en place. Et pour faire figure, qu'est-ce que la FIFA a fait? S'appuyant sur cette phrase qui a été glissée, a dit, bon, écoutez, comme on m'a donné la possibilité de maintenir l'exécutif, et il donne l'impression de se mettre en conformité avec la décision des TAS, mais en fait, c'est très malin, quoi. Prenons le dernier reportage de cette émission qui nous amène tout droit à Yaoundé.
Vous le savez, cette semaine, on a pu voir l'installation par les autorités administratives des nouveaux conseils régionaux. À Yaoundé donc, Gilbert Ntimiévouna est porté à la tête de la région du Centre. Une semaine après la prestation de serment du président du conseil à la cour d'appel du Centre, les membres du conseil régional du Centre ont officiellement pris fonction ce 22 janvier. Installés par le gouverneur de la région, Gilbert Ntimiévouna et ses collaborateurs ont une mission délicate qui les attend. Que la région est investie d'une mission générale de progrès économique et social. À ce titre, elle contribue au développement harmonieux et équilibré, solidaire et durable du territoire. La région peut engager des actions complémentaires à celles de l'État. C'est à ce titre qu'une large compétence a d'ores et déjà été transférée aux régions, notamment sur le plan global de développement économique. En clair, l'ancien super-maire de la capitale et son bureau sont appelés à travailler pour la réduction de la fracture entre le monde urbain et le monde rural. Pour accomplir cette mission, ils sont au total 90 conseillers, soit 70 représentants de départements et 20 représentants du commandement traditionnel, tous élus à la faveur du scrutin du 6 décembre 2020, qui devront travailler en harmonie pour le bon fonctionnement de cette institution au cours de leur mandat de 5 ans. Il faut travailler pour le bonheur de toute la région du Centre, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Voilà le nouveau président du conseil régional du Centre. Maître, merci, c'est la fin de l'émission. Merci vraiment d'être venu essayer d'enrichir notre compréhension de ces questions purement juridiques dans l'environnement du sport. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir apporté à vos téléspectateurs, n'est-ce pas, de la fine crème, du grand amour, de quoi discuter. Mais de manière péremptoire, je continue de dire par rapport à la décision du TAS, il y a un principe consacré sur le principe du dispositif. Moi, je suis convaincu que les choses vont se mettre dans leur ordre normal et que ce n'est qu'un lever de bouclier qui a commencé. Je voulais vous remercier pour m'avoir fait venir de Yaoundé et pour m'avoir fait l'amitié de me recevoir. C'est vrai qu'une heure s'est vite passée. J'aurais toujours souhaité rester pour un moment. Mais bon, il faut bien à un moment donné que les bonnes choses aient une fin. Ben vous m'arrachez la perche parce qu'évidemment qu'on va davantage vous solliciter encore puisque cette actualité va évoluer pour enrichir évidemment la connaissance de nos téléspectateurs. Bon retour sur Yaoundé. Merci à vous également, mesdames et messieurs, pour être restés regarder cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. Je vous souhaite d'avance bon début de semaine.